Depuis 1999, le canal a été nationalisé et il est aujourd'hui une source majeure de financement pour le pays. Environ 40 bateaux naviguent quotidiennement de l'Atlantique au Pacifique ou le contraire, ce qui fait approximativement 14 000 mouvements chaque année. Sachant que la traversée coûte jusqu'à 250 000 $ pour les plus gros navires, cela fait une manne financière d'environ 1 milliard de dollars annuels. La construction du canal de Panama a été l'un des projets d'ingénierie les plus difficiles jamais entrepris. Face à la croissance du commerce maritime, tous les moyens furent étudiés pour réduire le temps de transport de la flotte commerciale qui jusqu'alors empruntait la route du Cap Horn, située à la pointe australe de l'Amérique du Sud. Après la construction d'une route, une voie ferrée de 75 km de long fut construite de Colón, sur la côte atlantique, à Panama sur le Pacifique, entre 1850 et 1855. Peu de temps après, la France fut à la tête du projet de la construction d'un canal. Ferdinand de Lesseps, auréolé du succès des travaux de percement du canal de Suez, entreprit toutes les démarches nécessaires pour devenir le porteur du projet qui défendait la création d'un ouvrage au niveau de la mer plutôt qu'un canal à écluse. Les efforts de plus de 17 000 travailleurs venant des îles caribéennes et d'ingénieurs français sont alors requis. Mais les sols fragiles, les pluies abondantes et le climat tropical sont une véritable calamité pour les ingénieurs et les ouvriers. À leur calvaire viennent s'ajouter la malaria et la fièvre jaune qui conduisent à une véritable hécatombe. Plus de 6 300 membres du personnel vont périr sur le chantier, soit le tiers des employés. Sous la pression des investisseurs, Ferdinand de Lesseps va alors se relancer en 1887 sur un projet à 10 écluses permettant une meilleure adaptation au relief de la région. Et pour cela, il fait appel à un certain Gustave Eiffel, qui est en train de construire la tour du même nom à Paris. Mais hélas, les travaux ont pris un retard considérable qui va entraîner la faillite de la société en 1889 et tous les travaux entrepris cessent donc immédiatement. Mais le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Le 3 novembre 1903, soutenu par les États-Unis, le Panama obtient son indépendance vis-à-vis de la Colombie et la concession française est rachetée par les Américains. Ceux-ci vont maintenir l'idée du projet à plusieurs niveaux, mais avec seulement 3 ensembles d'écluses au lieu des 10 imaginés par les Français. En 1914, les travaux sont enfin terminés et le canal s'inaugure dans un monde en bascule. Le 15 août, alors que l'Europe entre dans la guerre, la première traversée de ce qui sera considéré comme la 8e merveille du monde moderne est effectuée par le navire Ancon. Son impact sur le commerce maritime a été considérable, puisque les navires n'ont plus eu besoin de contourner l'Amérique du Sud pour passer d'un océan à l'autre. Un bateau allant de New York à San Francisco par le canal ne parcourt en effet que 9 500 km, à la place des 22 500 nécessaires par le Cap Horn. Et en moyenne, un cargo met environ 9 heures pour effectuer la traversée de l'ouvrage, qui mesure en tout 77 km. Le canal qui traverse tout le pays est composé de 2 lacs artificiels, de plusieurs canaux et de 3 ensembles d'écluses, dont ici celle de Miraflores, qui ouvre le canal en venant du Pacifique. Elle mesure 1,7 km de long avec une dénivelée de 16,50 m à mi-marée. Les écluses sont les parties les plus spectaculaires du canal. Larges de 33,53 m, elles sont divisées en plusieurs chambres, remplies chacune par plus de 100 000 m3 d'eau. Toutes ces dimensions déterminent la taille maximum des navires. Les navires sont tractés par des petites locomotives de 55 tonnes, appelées mules, sur des rails disposés le long des écluses.
Le canal peut accueillir des bateaux de différentes tailles, allant des yachts privés jusqu'aux gros navires de commerce. Les bateaux ayant la plus grande taille admissible dans le canal sont désignés sous l'appellation Panamax. Toutes les écluses du canal vont par paire, avec 2 séries parallèles sur chacun des 3 sites. Elles autorisent donc en principe le passage des navires simultanément dans les 2 directions. Mais entre les écluses, l'étroitesse des canaux ne permettant pas le croisement des plus gros bateaux, le trafic est en fait alterné. La République du Panama a alors décidé de lancer de gigantesques travaux afin d'ouvrir le passage aux plus gros porte-conteneurs et pour ne pas laisser échapper le transit du commerce maritime mondial, toujours en expansion. Donc, depuis 2016, après 9 ans de travaux pharaoniques pour s'agrandir et se rénover, le canal de Panama peut désormais accueillir pratiquement 100% des bateaux naviguant sur les océans. Les post-Panamax ou néo-Panamax franchissant le canal aujourd'hui mesurent jusqu'à 49 mètres de large pour 386 mètres de long. Grâce à ces travaux, le pays pourrait ainsi tripler ses recettes, car auparavant, les navires trop imposants transitaient par le canal de Suez plus large. Après le retrait des États-Unis, des doutes étaient apparus quant à la capacité des nouveaux propriétaires à maintenir efficacement le canal en fonctionnement. Mais ces doutes se sont révélés infondés, puisque l'efficacité de la gestion du canal semble s'être améliorée sous contrôle panaméen. En effet, le temps moyen mis par un navire pour traverser le canal diminue et le nombre d'accidents est également descendu au plus bas. Depuis son inauguration en 1914, il y a un peu plus de 100 ans, le canal qui est la route qui unit le monde a remporté un énorme succès avec près de 1 million de traversées. Et il continue donc aujourd'hui d'être un point de passage stratégique pour la navigation en représentant 5% du commerce maritime mondial. Le château de Saint-Germain-en-Laye, situé à 20 km à l'ouest de Paris, est une ancienne résidence des rois de France. Dès 1124, le roi Louis VI le Gros, qui veut imposer son autorité aux seigneurs de la région, fait construire le premier château fort à l'emplacement de l'actuel château Renaissance, sur le plateau de Laye, alors recouvert de forêt. 100 ans plus tard, le roi Saint-Louis agrandit le château et fait construire la Sainte-Chapelle. Un mur de protection entoure alors le tout. Au XVIe siècle, avec le roi François Ier, le château de Saint-Germain-en-Laye devient la résidence de chasse favorite des rois. Il confie à l'architecte Pierre Chambige la reconstruction du château dans le style Renaissance. Plus tard, sous Louis XIV, la cour va quitter définitivement Saint-Germain pour Versailles, et le château va alors devenir le musée d'archéologie nationale. De l'antique château médiéval, il ne reste que la chapelle, construite vers 1235. Le roi Saint-Louis avait agrandi le château féodal, l'une de ses demeures préférées, par un ensemble de bâtiments, et il fit élever la chapelle à l'écart des autres constructions. Ses fenêtres sont rectangulaires au lieu d'être ogivales dans leur partie supérieure. C'est une nef à vaisseau unique qui mesure 24 mètres de long sur 10 mètres de large et les très hautes verrières découpent la quasi-totalité des murs. C'est dans cette chapelle royale que l'empereur de Constantinople a remis à Saint-Louis en 1238 les reliques de la couronne d'épines du Christ.
La belle rosace a été victime des divers aménagements ultérieurs du château. Avec le mariage de François Ier dans la chapelle, le château de Saint-Germain-en-Laye va devenir la résidence favorite du roi et de la reine. En 1539, il décide donc de faire reconstruire le château sur les fondations médiévales. Un château pentagonal dans le plus pur style Renaissance. Après de nombreux bouleversements, la cour intérieure du château, telle qu'on la connaît actuellement depuis sa restauration complète au XIXe siècle, est l'une des plus belles cours de la Renaissance aujourd'hui visibles. Une fois achevé en 1559, le château totalise une surface de 8000 m² avec 55 logis, une salle de bal, 7 chapelles et une cuisine, organisées autour de la cour. En 1661 et durant 20 ans, le roi Louis XIV va passer une partie importante de son temps à Saint-Germain-en-Laye. Salle royale, de prestige et de pouvoir sous tous les rois, la salle de bal était ornée comme il se doit. Elle mesure plus de 500 m² et c'est la plus belle salle du château avec la chapelle. Louis XIV va la transformer en salle des comédies et l'équipe d'une formidable machinerie. Plus de 140 représentations en tout genre sont données dans cette salle, considérée comme la plus grande de tout le royaume. Autre vestige de l'époque Renaissance, la cheminée de la salle de bal est dédiée au roi. Louis XIV fut le dernier roi de France à résider à Saint-Germain-en-Laye. Il quitta définitivement les lieux pour s'installer à Versailles le 20 avril 1682, avant même que les travaux d'embellissement du château soient terminés. Le château est alors laissé à l'abandon quelque temps. Puis James Stuart, le roi d'Angleterre, a des problèmes dans son pays. Il vient alors vivre ici, au château, en 1689. Puis la Révolution française fait son œuvre. Les occupants fuient et le mobilier est dispersé. Le château devient alors, au gré des événements, un hôpital, une école de cavalerie, une caserne et enfin une prison. Au XIXe siècle, le château est en très mauvais état. Plus personne n'en veut. C'est l'époque où l'empereur Napoléon III arrive au pouvoir et c'est un passionné d'archéologie. Il effectue lui-même des fouilles, notamment à Alésia, célèbre lieu de bataille où les ancêtres des Français, les Gaulois, avaient battu les légions romaines de Jules César. Et il a besoin d'un bâtiment pour entreposer toutes ses collections. Il va donc choisir tout naturellement le château royal historique qu'il fait restaurer pour ancrer ainsi le patrimoine archéologique français dans l'histoire de France. Le musée est inauguré en 1867 et il présente aujourd'hui environ 30 000 objets, ce qui en fait l'une des plus riches collections d'Europe. Parmi les trésors, la Dame à la capuche est un fragment de statuette en ivoire. C'est l'une des plus anciennes représentations de visage humain qui remonte au Paléolithique supérieur, soit 26 000 ans avant notre ère. Le domaine de Saint-Germain-en-Laye offre 70 hectares d'espace préservé qui bordent une gigantesque forêt de 3500 hectares. André Le Nôtre en dessina les jardins en 1663 sous le règne de Louis XIV, son projet de perspective l'ayant emporté sur celui de l'architecte Louis Le Vau. Ici, Le Nôtre ordonne châteaux, parterres, allées, forêts et vallées en une composition irrégulière et complexe. Une résidence royale nécessite des dispositions pour l'entretien et les activités de la cour. Jardins potagers et vergers servent à fournir la table et les jardins ordonnés sont dessinés pour les promenades et pour les jeux. André Le Nôtre et Louis XIV n'avaient pas pu totalement finir le jardin à l'époque, mais il a servi de prototype pour toutes les grandes réalisations novatrices de Versailles. À Saint-Germain-en-Laye, la richesse des styles, dans des espaces très identifiés,
présente tout un résumé de l'histoire de France. Car le château de Saint-Germain, aujourd'hui musée d'archéologie nationale, est un véritable château royal dans lequel nombre de rois sont nés, ont vécu ou sont morts. Son architecture de style Renaissance est remarquablement affichée dans sa cour, à 5 côtés, le Pentagone. Chichén Itzá est une ancienne ville maya dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Elle fut probablement au Xe siècle le principal centre religieux de cette région et reste aujourd'hui l'un des sites archéologiques les plus importants et les plus visités du pays. Si la cité a été créée par les Mayas, une invasion toltèque venue du nord restylera l'endroit pour le dédier à Kukulcán, le dieu serpent. Symbole de la cité, El Castillo en est la pyramide la plus importante. Sa base mesure 60 mètres de large et sa hauteur est de 24 mètres. Sur les 4 côtés de l'édifice, des escaliers mènent au temple du dieu Kukulcán, le serpent à plumes. En plus de motifs décoratifs tels que des serpents et des tigres, il faut noter la présence de 2 têtes de serpents effrayantes à la base des escaliers du côté nord. Cette pyramide a été construite selon un alignement qui confirme une stupéfiante maîtrise des connaissances astronomiques. Elle permet en effet de compter les jours de l'année, mais aussi de prévoir les équinoxes, grâce à un subtil jeu d'ombres. Depuis son abandon au cours du XVe siècle, Chichén Itzá a connu un processus de détérioration progressive. Mais l'excellence des matériaux utilisés a garanti la survie sculpturale et picturale du site au fil des siècles. Plusieurs bâtiments subsistent donc, dont la plateforme de Vénus qui est une structure quadrangulaire de 25 mètres de côté avec des escaliers terminés par des grandes têtes de serpents à plumes. L'édifice tire son nom des bas-reliefs dont les thèmes se rapportent à la planète Vénus, étudiée par les astronomes mayas et qui est l'une des représentations du dieu serpent Kukulcán. Selon les témoignages des chroniqueurs espagnols, les plateformes étaient utilisées pour les cérémonies religieuses ou guerrières. Ici, la plateforme des aigles et des jaguars présente des caractéristiques communes à la précédente. Mais on y livrait hommage aux chevaliers des aigles et des jaguars, l'élite des guerriers chargés d'attaquer les cités rivales. Les prisonniers qu'ils faisaient étaient sacrifiés, et l'on voit des bas-reliefs qui montrent leur cœur dévoré par des animaux. Le mur des crânes, long de 60 mètres pour 12 mètres de large, entoure un autel de faible hauteur où l'on exposait les crânes des vaincus, décapités et offerts en sacrifice. Sur le mur sont gravés des centaines de crânes humains qui devaient donner à réfléchir aux ennemis de la cité qui pourraient l'attaquer. De plus, ils servent à valoriser les traditions guerrières et à célébrer le culte de la mort. Il n'y a aucun indice de paradis céleste chez les Mayas, juste une notion de l'au-delà qui évoque l'après-mort. Les victimes y sont promises à accompagner le soleil dans sa course quotidienne avant de revenir 4 ans plus tard sur Terre sous l'aspect d'un papillon ou d'un colibri. Cette croyance explique que les futurs sacrifiés sont souvent consentants, voire volontaires. La mort n'est pas, en effet, une fin, mais au contraire le commencement d'une renaissance. À proximité du mur des crânes, le temple des jaguars forme une espèce de tribune surmontée par le double temple. L'édifice tient son nom des éléments décoratifs représentant des jaguars, figure guerrière majeure chez les Toltecs, représentant la nuit, et l'aigle représentant, lui, le jour.
La partie basse comporte des bas-reliefs comptant des faits guerriers et des cérémonies où le serpent à plumes tient une bonne place. Un jaguar sculpté dans la pierre servait d'autel et il était recouvert de jade. Un autre temple se trouve à l'opposé du terrain du jeu de pelote. Long de 168 mètres pour 70 de large, il est le plus grand de toute la Mésoamérique. Dans ce jeu, 2 équipes de 7 joueurs s'affrontent en essayant de placer la balle de 3 kg à travers un anneau. Les mains, les pieds et la tête sont autorisés. Seuls les nobles ont le droit de jouer, et la raison est certainement religieuse. En effet, le chef de l'équipe perdante sera sacrifié et son corps jeté dans les mondes souterrains. Les grandes fresques en bas-relief qui entourent le terrain montrent notamment un des joueurs décapiter un joueur de l'équipe adverse. Les flots de sang qui jaillissent du corps décapité prennent la forme de serpents dont l'un se transforme en plante couverte de fleurs et de fruits, symbolisant ainsi la vie qui jaillit de la mort. On le voit, chez les guerriers toltèques venus du nord, il y avait un véritable culte du sang. Le majestueux temple des guerriers, construit au-dessus d'un temple antérieur plus petit, est bâti sur une grande pyramide à degrés, d'une base de 40 mètres de côté sur 12 de hauteur. L'entrée du temple, dont le toit a désormais disparu, est délimitée par 2 piliers en forme de serpent à plumes, la queue dressée et la gueule ouverte. Entre ces 2 piliers trône une sculpture de Shaakmol, à demi couché, avec un récipient dans les mains. Il s'agissait sans doute d'un autel pour présenter les offrandes aux dieux. Décoré d'aigles et de jaguars dévorant des cœurs humains, le temple devait sans doute être réservé aux sacrifices humains. De chaque côté du temple se trouve une série de piliers et de colonnes richement décorées dont on ne connaît pas d'équivalent dans le monde maya. La plupart des colonnes auraient pu être couvertes et servir de marché. Un grand nombre présentent des bas-reliefs de guerriers en tenue d'apparat et des prisonniers en posture de soumission. Il est probable que d'autres aient été recouvertes de stucs et de peintures de couleurs différentes. Autre bâtiment à l'allure unique dans le monde maya toltèque, l'observatoire appelé El Caracol, l'escargot. Son nom lui vient de la présence d'un escalier en colimaçon à l'intérieur de la tour. En haut, une salle circulaire est percée de meurtrières placées selon certains axes astronomiques. La fenêtre principale d'El Caracol se trouve dans l'axe exact du point où le soleil se couche le 13 août, jour anniversaire de la fondation du 4e monde en 3114 avant Jésus-Christ. La Casa de la Madras, ou Maison des moines, construite entre le 7e et le 8e siècle, a une architecture maya typique, avec une décoration basée sur la symétrie et réalisée en mosaïque de pierre. Des masques de Chak, le dieu de la pluie, décorent sa façade. Le site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988 et il est considéré comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. En Amérique latine, Santiago est la ville la plus peuplée et la capitale du Chili. Avec sa banlieue, elle compte plus de 7 millions d'habitants, ce qui représente le tiers de la population du pays. Située dans la vallée centrale, la ville a été fondée en 1541 par le conquistador Pedro de Valdivia, un lieutenant de Pizarro, le conquérant des Incas. Mais si la croissance économique régulière de Santiago depuis quelques décennies a transformé la ville en une métropole moderne, il subsiste néanmoins quelques bâtiments historiques de la période coloniale espagnole, notamment sur la place centrale. En bonne position, la cathédrale de l'Assomption, construite entre 1748 et 1800 dans le style baroque.
On trouve aussi le palais de la Cour royale de justice. Construit en 1804, il a été le siège du premier gouvernement chilien après l'indépendance en 1817. Sur la place se trouve une statue moderne dédiée au peuple indigène d'Amérique latine. Et bien sûr, la grande statue de bronze du conquistador Pedro de Valdivia, le bâtisseur de la ville. Santiago est le centre culturel, politique et financier du Chili, le centre des sièges régionaux des entreprises multinationales ainsi que du pouvoir exécutif. Le Palacio de la Moneda est le siège du président de la République. C'est dans ce bâtiment de style néoclassique que le président Allende se serait suicidé après le coup d'État du dictateur Pinochet en 1973. Non loin, la Maison Rouge est un majestueux manoir restant de la période coloniale. Aujourd'hui musée de la ville, sa construction en briques à étages, très innovante pour l'époque, a résisté aux multiples tremblements de terre qui ont profondément modifié le visage architectural de Santiago. Au milieu d'un beau jardin tropical se trouve un autre bâtiment néoclassique de style français. C'est l'ancien Congrès national du Chili, construit au milieu du XIXe siècle. Le Parlement ayant déménagé à Valparaiso, le bâtiment est aujourd'hui une bibliothèque réservée aux élus du pays. Sur son fronton trône encore le blason du pays. Après Santiago, Valparaiso, aussi nommé Valpo par ses résidents, est la deuxième plus grande ville du Chili. Port donnant sur l'océan Pacifique, Valparaiso joua un rôle géopolitique très important dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque la ville servait d'escale pour les bateaux voyageant entre les océans Pacifique et Atlantique, avant l'ouverture du canal de Panama. Aujourd'hui, la ville est toujours un aimant pour les immigrants européens qui la nomment aussi la Petite San Francisco. Sa configuration urbaine est déterminée par la topographie de la baie, dominée par 44 collines formant un amphithéâtre naturel donnant sur la ville basse avec son port et sur l'océan Pacifique. C'est dans ces collines appelées cerros que la majorité de la population vit, soit 94% des 300 000 Valparaisiens. Le processus d'occupation des collines de Valparaiso s'est produit lorsque l'espace du bord de mer a été saturé. Les cerros, situés en deuxième et troisième ligne, n'ont donc été peuplés qu'à partir du début du XIXe siècle. À l'époque, les immigrants qui se sont installés dans ces lieux étaient surtout britanniques, français et allemands, et ils ont donc donné différentes formes et différentes couleurs à leur nouvel environnement. Leurs constructions architecturales se sont aussi adaptées à la topographie des lieux avec des rues étroites et sinueuses, des escaliers et même des funiculaires qui les relient à la ville basse. Les collines de Valparaiso ont donc des caractéristiques urbaines et sociales différentes les unes des autres. Certaines sont ouvrières ou aristocrates et d'autres sont artistes. C'est dans le Cerro Bella Vista que se trouve la maison du célèbre poète Pablo Neruda. La Sebastiana. Dans le Cerro Alegre, on sent le passé aristocratique avec ses superbes maisons de plusieurs étages et à la décoration raffinée qui se mélange avec des maisons anciennes plus simples et colorées. Cette volonté de couleur serait aussi due au gouvernement de 1920 qui avait voulu lutter contre la morosité de la Grande Dépression économique de l'époque. De cette exubérance de teintes au street art, il n'y a qu'un pas. Le Cerro Bella Vista a été ainsi choisi pour créer le musée en plein air de Valparaiso qui dispose de 20 peintures murales de renom, ainsi que des mosaïques, des graffitis et des boutiques de design. Les murs, les escaliers et même les lampadaires sont envahis d'œuvres de toutes sortes. Si le street art est apparu à Valparaiso avec une idée d'engagement politique porteur de messages d'opposition à la dictature en place, de nos jours, il est le plus souvent uniquement esthétique.
S'ils savent peindre sur les grandes surfaces, les artistes savent aussi peindre sur les petites. Nombre de touristes aiment se faire tirer le portrait dans cette ville au décor inoubliable. Valparaiso, en espagnol la vallée paradis, est une ville qui développe vraiment l'imaginaire en dégageant une certaine image romanesque faite d'aventures, d'horizons lointains, de boucaniers et d'exilés en tout genre, en quête de rachat ou en quête d'une autre vérité. À Burgos, en Espagne, la cathédrale Sainte-Marie est un remarquable édifice gothique qui a su adapter le style venu de France et d'Allemagne au style décoratif espagnol. Commencée en 1221, sa construction prendra plus de 3 siècles. C'est la 3e cathédrale d'Espagne par ses dimensions qui font 84 mètres pour sa longueur et 60 mètres pour sa largeur. Et elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. La façade principale montre un remarquable travail avec la frise des rois qui s'insère dans un somptueux décor fleuri et avec ses 2 flèches ajourées qui sont un chef-d'œuvre de Jean de Cologne. Les voussures de la porte illustrent la cour céleste et le tympan, construit avant 1240, est de très belle facture. On peut y remarquer la variété des attitudes des 4 évangélistes qui écoutent Jésus en majesté. À l'intérieur, au bout de la nef, entre la rosace et les voûtes, le jacquemart ou gobe-mouche rythme le temps en ouvrant la bouche toutes les heures. Le retable du maître-autel est une œuvre Renaissance du XVIe siècle traitée en fort relief. La Vierge Marie règne ici en maîtresse. La cathédrale lui est dédiée. À la croisée des transepts, la splendide lanterne étoilée s'élève à 54 mètres au-dessus du sol. Juste au-dessous se trouvent les dalles funéraires du Cid et de Chimène. Le Cid, de son vrai nom Rodrigue Diaz de Vivar, a été un chevalier mercenaire chrétien, héros de la Reconquête. Face à l'autel, le chœur contient un imposant ensemble de 103 stalles en noyer, sculptés entre 1507 et 1512. Au centre se tient le gisant de l'évêque fondateur Mauricio, en bois recouvert d'une plaque de cuivre émaillée du XIIIe siècle. Sous les orgues, les stalles sont décorées par des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament sur les dossiers hauts. Et dans la partie inférieure, les sujets mythologiques ou burlesques dominent. Les nombreuses œuvres d'art qui se trouvent à l'intérieur de la cathédrale en font un grandiose musée de la peinture et de la sculpture gothique européenne. Chacune des chapelles latérales est ainsi un véritable musée d'art gothique et platéresque. La chapelle de la Nativité de la Vierge Marie est un joyau de l'architecture et de la sculpture de la Renaissance. Le retable, en noyer magnifiquement polychromé, est de style maniériste. Il retrace ici aussi la vie de Marie.
La chapelle de la Présentation, elle, est occupée par le sépulcre en albâtre blanc de l'évêque Lerma, réalisé par un artiste français venu œuvrer ici au XVIe siècle. Au mur, une grande tapisserie avec la lutte du bien contre le mal. Tout autour, plusieurs tombes abritent les membres de la famille du fondateur de la chapelle. Mais le joyau pictural de cette chapelle est cette Sagrada Familia, la Sainte Famille, qui est une œuvre de Sebastiano Luciani, dit Il Piombo, un peintre qui était au service du pape en même temps que Michel-Ange et Raphaël. Ici aussi, la belle voûte en étoile, dont le centre est une rose, donne une grande légèreté à l'espace. Les reliques également sont très nombreuses. Ici, un retable intègre des reliquaires du XIe siècle dans un décor baroque de style rococo entièrement doré. Dans l'abside, la chapelle du connétable Fernandez de Velasco expose tout le faste lié à ce poste. Le connétable était le maître des armées et il gouvernait lorsque le roi était absent. C'est ici aussi une œuvre de Simon de Cologne, et tous les grands sculpteurs de Burgos du début de la Renaissance ont collaboré à l'exubérante décoration des murs et du retable. Le connétable et son épouse gisent sur leur mausolée en marbre de Carrare, sous une lanterne coiffée d'une élégante coupole étoilée. Le titre que portait le connétable l'autorisait pour être représenté à utiliser les armoiries et les blasons du roi. La chapelle Sainte-Anne affiche, elle, un grand retable gothique qui retrace la vie de la mère de la Vierge. En son centre s'épanouit l'arbre de Jessé, autrement dit l'arbre généalogique du Christ. Au cœur de l'arbre figurent Anne et Joachim, les parents de Marie. Allongé, Jessé, le père du roi David, est l'ancêtre de la lignée à la fin de laquelle trônent la Vierge et l'enfant. Ce qui frappe à Toulouse quand on y arrive pour la première fois, c'est la couleur si particulière des bâtiments. Aucune ville de cette taille en France ne peut se targuer d'avoir autant de bâtiments avec des façades aux couleurs allant du rose léger à l'orange soutenu. C'est une longue histoire qui remonte à l'installation des Romains, car c'est ici que la brique romaine a été inventée. Et Toulouse, au fil des siècles, a été édifiée en suivant cette technique qui harmonise si bien la ville. En plein centre, la place du Capitole est seulement meublée d'une croix occitane dessinée sur son sol. D'une surface de 12 000 m², elle fait face au Capitole. Le Capitole abrite aujourd'hui l'hôtel de ville et le théâtre. Sa construction avait été décidée par les Capitouls en 1190 afin d'y établir le siège du pouvoir municipal. Mais ce n'est qu'au XVIIe siècle que le palais que nous connaissons aujourd'hui sera construit. Il est l'emblème de la ville et l'emplacement du pouvoir municipal depuis plus de 8 siècles. Les Capitouls étaient des bourgeois, civils, nommés par le comte ou par le roi avec un pouvoir de police et de justice, le pouvoir de lever les impôts et de faire la guerre. Ils représentaient la population et étaient anoblis. Ce pouvoir qu'ils exerçaient devait se montrer, d'où la majesté de cet édifice municipal unique en France. La façade du Capitolium, bâtie en 1750, était à l'origine couverte d'un badigeon blanc, un comble pour la ville rose.
Cette façade est de style classique, où la brique et la pierre s'alternent à l'horizontale sur les parties basses et à la verticale sur les parties supérieures. Derrière le Capitole, parmi les anciens bâtiments construits autour de la place qui subsiste aujourd'hui, la tour des Archives. C'est un donjon qui date du XVIe siècle. L'architecture est médiévale avec des influences gothiques et Renaissance. Il avait été construit afin de protéger les archives et la poudre à canon, en prévision d'une invasion du Languedoc par les Espagnols. Restauré par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, il s'est vu rajouter un beffroi flamand avec un clocheton. Ce qui n'est pas banal dans une ville où s'expriment la brique et les tuiles. La façade arrière du Capitole n'a pas grand-chose à envier à la très protocolaire façade avant. C'est l'entrée administrative de l'hôtel de ville. Elle donne accès à la cour intérieure du bâtiment appelée cour Henri IV avec ses galeries construites au début du XVIIe siècle. Elle rappelle que le roi Henri IV avait aidé les Toulousains à financer leur hôtel de ville. De plus, c'est ici en 1632 que le gouverneur du Languedoc, le duc de Montmorency, fut décapité après qu'il ait essayé de soulever la région contre le despotisme du premier ministre du roi Louis XIII, le cardinal de Richelieu. À l'intérieur, le bel escalier d'honneur avec une rampe de marbre dessert les pièces d'apparat situées à l'étage. Une gigantesque fresque qui représente la remise d'un trophée qui récompense les auteurs des meilleures poésies en français et en occitan. On y voit un jury composé de 7 troubadours qui récompense Arnaud Vidal de Castelnaudary, le premier lauréat du prix en 1324. Parmi les poètes récompensés au cours des temps, Fabre d'Églantine est certainement le plus célèbre. L'escalier dessert donc la salle principale, la salle des illustres, située le long de la façade du Capitole. Elle mesure 60 mètres de long et 9 mètres de large. Son nom de salle des illustres lui vient des nombreux bustes des célébrités toulousaines qui l'ornent. On y trouve des généraux, des constructeurs et des architectes. Cette salle est donc consacrée à la gloire de Toulouse et elle est de plus entièrement décorée par des artistes toulousains, dont Benjamin Constant qui a représenté l'entrée à Toulouse du pape Urbain II en 1096. Il vient demander au comte, Raymond IV, de partir en Terre Sainte pour la première croisade. Hormis celle de Benjamin Constant, la salle est ornée des œuvres de Paul-Jean Gervais, Paul Pujol, Henri Martin et de Jean-Paul Laurens. C'est lui qui a réalisé cette fresque intitulée « La défense de Toulouse contre Simon de Montfort », qui retrace l'épisode historique de la guerre contre les Cathares. L'actuelle salle du conseil municipal est décorée de peintures de Paul-Jean Gervais, comme cette évocation du vent d'autant. Gervais est un peintre d'histoire qui a eu une grande renommée. Il a réalisé plusieurs grandes compositions murales pour certains ministères à Paris. Une autre peinture rapporte un autre fait historique, c'est l'entrée à Toulouse du roi Louis XI. Après le gigantesque incendie qui a ravagé la ville en 1463, le roi vient annoncer aux Toulousains qu'ils seront exemptés d'impôts pendant 100 ans pour pouvoir reconstruire leur ville. La salle des pas perdus était la salle d'attente pour les audiences. Elle est décorée de 10 toiles géantes d'Henri Martin. La plus connue, Les Rêveurs, représente Jean Jaurès au milieu des célébrités, au bord de la Garonne. Toujours avec sa technique du pointillisme, il y décrit comme un reportage les activités au bord du fleuve. Le peintre, au bras de sa femme, se promène et croise Jean Jaurès, qui a fait partie des conseillers municipaux à Toulouse, mais qui était surtout un député du Tarn très important, grand défenseur de la cause ouvrière. Avec ses fresques ayant pour thème la Garonne, le peintre montre le lien nourricier et vital qui existe entre le fleuve et la ville de Toulouse. Une autre salle expose d'autres fresques du peintre Paul-Jean Gervais, qui sont des allégories de l'amour. 3 tableaux représentent l'amour à 20 ans, 40 ans et 60 ans. Cette salle servait de salle de mariage. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que seuls les hommes vieillissent sur ces tableaux. Paul Gervais a représenté les femmes éternellement jeunes. Un autre tableau décrit l'amour idéal avec des couples alanguis.
Peintre de talent, Gervais excellait à représenter les femmes nues. La place du Capitole n'a pas tout le temps été si grande et si vide. La place actuelle ne fut totalement déblayée qu'en 1792 et son style entièrement affirmé au XIXe siècle, lorsque toutes les façades enduites à la chaux ont été grattées au profit de la brique, une mode qui se propagera petit à petit dans toute la ville. Avec à sa tête le Capitole, qui affiche fièrement sa façade comme l'étendard d'une grande cité et d'une grande région. Sienne est une ville italienne de Toscane qui compte aujourd'hui 55 000 habitants. La ville est célèbre pour sa richesse architecturale et artistique et elle figure dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La place principale de Sienne, en forme de coquillage, est l'une des plus harmonieuses du monde. Elle fut aménagée en 1293, à l'époque où la cité était puissante et indépendante. En haut de la place se trouve une fontaine en marbre dite Fonte Gaia, sculptée par Jacopo della Quercia entre 1409 et 1419. Les panneaux décoratifs originaux de Jacopo della Quercia ont été enlevés en 1869 pour les préserver de l'usure du temps et déplacés dans un musée de la ville. Ils ont été remplacés par de belles copies dues à Tito Sarocci. Parmi les panneaux, on en remarque un représentant la création d'Adam. En forme incurvée et inclinée, le sol de la place est recouvert d'un pavage de briques assemblées en chevrons. Les bâtiments qui l'entourent sont des cafés, des restaurants et des palais médiévaux de belle facture. Parmi eux, le Palazzo Sansedoni, dont la façade épouse la courbure de la place. Ce palais possède de belles fenêtres triforts à 3 baies et à colonnettes. Ce palais, privé de la fin du XIIIe siècle, résulte du rassemblement de 5 bâtiments distincts et il est surmonté de créneaux et d'une tour qui a été raccourcie au Moyen Âge pour ne pas faire d'ombre à celle du palais public qui lui fait face de l'autre côté de la place. La Torre del Mangia, construite en 1342, mesure 102 mètres. C'est la 2e plus haute d'Italie et il faut gravir 400 marches pour atteindre son sommet. Sa construction a duré 10 ans et elle est entièrement faite de briques avec des murs de 3,50 m d'épaisseur. Elle surmonte donc le Palazzo Pubblico ou la mairie qui est l'édifice civil emblématique de la ville de Sienne. Sa construction fut entamée à la fin du XIIIe siècle et on y retrouve les éléments architecturaux qui caractérisent le gothique siennois. Il a été construit pour le gouvernement de la ville qui se réunissait précédemment dans une église. Aujourd'hui, il sert encore de mairie et abrite un musée qui raconte l'histoire de la ville et de la région. Parmi les œuvres en place, la célèbre fresque de Simone Martini, datant de 1328. Elle montre le capitaine de l'armée siennoise Guido da Fogliano s'apprêtant à prendre la ville de Montemassi qui s'était rebellée contre Sienne. Une autre, peinte en 1482, relate le massacre des Innocents. Dans ce bâtiment de gouvernance locale, une magnifique série de fresques affiche les effets du bon et du mauvais gouvernement.
Elles ont été peintes par Ambrogio Lorenzetti au début du XIVe siècle. Pour celle du bon gouvernement, on y voit une ville magnifique, de style typiquement siennois, avec les gens au travail et heureux. C'est une véritable chronique de la vie quotidienne qui s'expose en toute harmonie, à la ville comme à la campagne. La façade arrière du Palazzo Pubblico présente une belle loggia qui laisse imaginer le mode de vie à l'italienne de l'époque. La loggia offre une vue plongeante sur la place du marché. Cette place est beaucoup plus ancienne que la célèbre place centrale. En effet, le marché était déjà en activité depuis longtemps, alors que la place principale n'était encore qu'un terrain vague qui servait à évacuer les eaux de pluie de la ville haute. La Piazza Tomolei est une célèbre place du centre historique de Sienne, au centre de laquelle trône une colonne d'inspiration antique. À son sommet, la Lupa Senese est le symbole de la ville de Sienne. Cette représentation mythologique commémore la fondation de la ville de Sienne par les fils de Rémus, qui avaient fui Rome après l'assassinat de leur père par leur oncle Romulus. L'un des deux fils de Rémus s'appelait Sénus, d'où le nom de la ville de Sienne. La Loggia della Mercanzia est la loggia des commerçants de la ville de Sienne, dont la partie inférieure fut édifiée au XVe siècle et la supérieure au XVIIe. Elle date de la transition entre l'art gothique et la Renaissance. Sur ses piliers, les statues des saints protecteurs de la ville, Sant'Annusano et San Vittore, ont été réalisés par Antonio Federighi. San Vittore était un guerrier de renom qui voulait évangéliser les troupes romaines. Il fut décapité en l'an 290. Sant'Annusano, lui, naquit en 284 et il est mort à 20 ans. Sa légende rapporte que ce précurseur du christianisme en Italie fut jeté dans un chaudron d'huile bouillante, mais que d'un signe de croix, il éteignit le feu et refroidit le chaudron. Les ornementations sculptées sur le bâtiment sont très significatives de la Renaissance siennoise. Sur le pilier gauche est le troisième protecteur de la ville, San Savino.